ben, dans les milieux ruraux, il y a 200 ans, eux, ils avaient une société qui fonctionnait bien, qui était pas autosuffisante, mais pas mal plus autosuffisante Mhm. que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et cette société, elle a été complètement chamboulée, mais le fait de partager, de mutualiser, que ce soit des moments ou du matériel, je pense que c'est des choses inspirantes et qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça aussi. Il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie de vivre en collectif, mais ils recherchent une société qui est un peu moins atomisée, où on est un peu moins chacun dans sa bulle. Allô et bienvenue à ce 34e épisode d'Histoire d'éco-communauté. À travers ce balado, on parle à différents acteurs du mouvement éco-communautaire québécois. Des gens en lien avec des éco-villages, éco-hameaux, cohabitats et communautés intentionnelles au Québec. Chaque communauté a son histoire et c'est ça que nous vous proposons de découvrir ensemble. Mon nom c'est Hugo, puis aujourd'hui on reçoit Florent Hamon qui vient de terminer sa thèse de doctorat sur les collectifs en milieu rural en France et au Québec. Salut Florent, comment vas-tu? Salut Hugo, ça va très bien, merci et toi? Yes, merci, ça va bien. J'ai bien dit ça, ta thèse de doctorat sur les collectifs, c'est bien là, Oui. le truc cool. Fait que, on commence, même si on est juste deux, on commence un peu avec quoi on arrive, un peu de culture collaborative. Est-ce que tu sais un peu de quoi je parle? Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as fait? J'ai déjà écouté tes podcasts un peu, donc Ouais. je vois de quoi tu parles, puis je l'ai déjà pratiqué aussi dans certains éco-hameaux. Ok. Euh, donc, moi, j'arrive avec de l'enthousiasme. Je suis content de pouvoir partager le résultat de mes recherches dans un médium qui est aussi proche de ma recherche, justement. Mhm. Puis, j'arrive aussi avec de l'ambivalence parce que je reviens de vacances en France. Donc, j'étais content de me ressourcer. Je viens de là-bas. Mais en même temps, c'était canicule sur canicule. Donc, c'était assez difficile, même si on sait hein, que c'est ce qui nous attend. Mais Ouais. Ouais, ben oui, j'ai de la famille dans la région de Bordeaux, ma conjointe. Puis il y a beaucoup des feux, tout ça, qui ont été évacués. Ah oui. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, moi, j'arrive, j'ai une journée assez tranquille aujourd'hui. D'habitude, des fois, j'ai des journées un peu plus mouvementées. Je suis zen, je suis relax. J'ai pas de stress non plus. Quand j'ai commencé le balado, j'étais tout le temps un peu stressé. J'avais tout le temps un petit peu cette euh, énergie-là qui arrivait, mais maintenant, je suis je suis très zen et très confiant. Puis, j'arrive avec de la curiosité. J'ai hâte de voir où est-ce que va nous amener. Je pense que ça va nous amener sur des discussions fort intéressantes que j'ai pas encore eues avec d'autres personnes et j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener. Euh, Florence, est-ce que tu peux te présenter? D'où est-ce que tu viens? Qui es-tu? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au collectif en milieu rural? Oui, et ben donc je suis français, je viens du sud de la France, un milieu rural, mais assez proche d'une grande ville qui est Toulouse. Et donc au fur et à mesure que je grandissais, Toulouse s'approchait. Enfin, c'était pas Toulouse même, mais ça Mhm. grandissait, ça grandissait. Donc mon village devenait presque une petite ville et les champs disparaissaient pour devenir des lotissements. Donc ça a éveillé mon intérêt pour les transformations des espaces ruraux et notamment les transformations alternatives, parce que moi, j'aimais pas trop ça, voir mon village devenir plutôt une banlieue un peu. Mm. Et donc, par la suite, quand j'ai fait mes études, j'ai fait des études de géographie. J'ai découvert la géographie rurale, euh, donc qui s'intéresse justement à ces processus-là de transformation des espaces ruraux. Et c'est ça qui m'a mené à m'intéresser ensuite au collectif. Parce que j'y voyais en fait une façon différente de vivre en milieu rural sans urbaniser en fait ces milieux-là. Et par ailleurs, mon intérêt pour ce milieu est aussi venu du fait que j'ai étudié quelques années à Paris, puis j'ai commencé à travailler là-bas et
Bah, ça m'a plu, mais bon, voilà, c'est très pesant, surtout quand on vient d'un milieu rural. Donc, il y a aussi des désillusions assez classiques quand on finit les études, qu'on rentre dans le salariat, puis parce que j'ai pas fait ma thèse tout de suite. Et donc, un peu les désillusions du marché du travail et l'envie peut-être de changer de vie. Donc, j'aurais pu, si j'avais pas pris la direction de la thèse, en fait, j'aurais pu moi-même peut-être me lancer dans l'aventure des collectifs. Mhm. Mais comment tu découvres ça à travers tes études, tes recherches? Je pense qu'au début, c'était mes lectures personnelles. Je ne saurais pas retracer vraiment la généalogie de la chose, Ok. mais bon, je lisais des choses pas mal sur l'anarchisme, l'histoire de l'anarchisme, des communes. Après, en France, on a la coopérative Oasis et les Colibris qui sont assez actifs. Donc, je pense que dans mon milieu, j'en ai entendu parler, j'ai regardé ce qu'ils faisaient. Et c'est ça qui m'a donné l'idée après, quand j'ai décidé de quitter mon travail pour revenir aux études et faire une thèse. C'est ça qui m'a donné envie de travailler sur ce sujet en particulier. Mhm. C'est un peu quelque chose que tu as toujours connu un peu dans ton imaginaire. Ouais, quand même. Ouais. Surtout que en plus, j'ai de la famille qui est en Ariège, donc dans les Pyrénées, plus au sud de la France, qui est un lieu où il y a énormément de... Le milieu alternatif est très présent depuis les années 60. Mhm. Donc je connaissais aussi un petit peu ça de loin. Je savais Ouais. que ça existait. Ouais. Puis en ce moment, tu habites au Québec. Ouais. Oui, oui, oui. En fait, j'ai fait ma thèse à l'Université de Rouen et à l'Université du Québec à Montréal. C'est un double diplôme. Et j'habite au Québec depuis 4 ans et demi. OK, cool. Comment t'as trouvé? Est-ce que tu planifies rester au Québec à long terme? Comment ça marche? À moyen terme, oui. Ouais, Et puis à long terme, on verra où la vie me mène. oui, si jamais, en tout cas, c'est des belles démarches de résidence permanente et de citoyenneté que j'ai traversé avec ma conjointe. Euh, Puis donc là, tu as étudié à deux universités, une québécoise et une française, en même temps. Puis quelles sont les études que tu as faites? Quel est le sujet de ta recherche et comment tu t'y es pris pour mener à bien cette recherche? Eh bien, donc ma discipline, c'est la géographie, plus précisément la géographie humaine, parce qu'il y a aussi la géographie physique. Ouais. Donc, c'est une science sociale, mais qui va s'intéresser vraiment à l'enjeu spatial, au territoire, au rapport à la Terre, au rapport au territoire. Et donc, à Rouen, j'étais au département de géographie et à l'UQAM, à Montréal, j'étais au département des sciences de l'environnement. Donc, j'étais encadré par une géographe, mais j'avais quand même une scolarité plus générale en sciences de l'environnement, ce qui était très intéressant par ailleurs. Euh, et l'objet vraiment qui m'intéressait, c'était la dimension politique des collectifs, mais politique dans un sens très large, c'est-à-dire tout ce qui touche à la vie en collectif. À partir du moment où il y a plusieurs personnes qui vivent ensemble, certains penseurs considèrent qu'il y a une dimension politique, puisqu'il faut s'arranger pour se tolérer, euh, enfin pas seulement se tolérer, oui, vivre ensemble sans se gêner, mais aussi même en vivant mieux. Mhm. Euh, donc c'est ça, la politique au sens vraiment large. Je sais que c'est un terme qui ne plaît pas toujours, donc je le précise. Et je me suis intéressé donc à trois étapes et trois niveaux un peu du politique. D'abord les idées. Donc qu'est-ce qui fait Ouais, qu'une personne décide de changer de trajectoire et de se dire je vais aller vivre dans un collectif. Donc, quelles sont les idées politiques là-dedans? Mais il y a aussi, je me suis intéressé un peu aux choses non politiques, plus au personnel, ouais, mais mon accent c'était sur la dimension des idées qui motivaient ça. Ensuite, la deuxième étape, c'est comment les idées sont traduites en pratique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Euh,
ma- en termes matériels, et aussi comment la matérialité, la réalité des choses transforme les idées. Parce que souvent, on arrive avec plein d'idées, puis en fait, rien ne se passe comme prévu. Ouais. Et la dernière étape, et qui a été finalement la plus centrale dans la thèse, c'était le politique entre le collectif et le territoire. Puisque les Mhm. collectifs arrivent sur des territoires qui ne sont pas vides. Et donc, qu'est-ce que ça fait au territoire? Quelles sont les relations avec euh, les gens qui habitent déjà là, et notamment avec les pouvoirs publics ou parapublics, donc les élus, les administrateurs, etc. Ouais. Mais je te confirme, on se tolère. Oui, il y a une dimension, oui, on coexiste. On coexiste, puis même si des fois la relation est pas optimale, ben, on se tolère. Il y a des beaux moments, il y a des beaux moments de joie. Il y a aussi des moments plus difficiles. Puis moi, je le vois bien, l'aspect politique de vivre ensemble, en tout cas à l'interne. Euh, je travaille sur des assemblées, des prises de décision collectives, des ententes Mhm. qui en fait, ben, c'est écrit, c'est des choses qu'on a décidées ensemble. Ça peut pas faire penser à un règlement, à une loi aussi. Des choses qu'on essaie de mettre en place puis de dire, OK, tout le monde va faire ça. Tu sais, toi, quand tu parles de collectif en milieu ruraux, c'était quoi le critère exactement? Est-ce que les mots éco-hameau, cohabitat, éco-village, communauté intentionnelle, c'est ça? C'est quoi? Parce que moi, j'ai toujours de la difficulté à trouver un terme parapluie pour désigner tous les collectifs d'habitation. Des fois, je dis éco-communauté. Ah, mais là, les collectifs en milieu urbain ne se sentent pas vraiment représentés. Des fois, je dis communauté intentionnelle. Ah, mais là, certaines colocations intentionnelles ont pris le terme communauté intentionnelle ou des communautés intentionnelles à partage de revenus. Donc, certains collectifs ruraux se sentent pas vraiment représentés. Dans les mots, quel mot, toi? Oui, 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 c'est effectivement un débat vraiment compliqué, mais passionnant aussi. Ouais, Moi, j'ai choisi un terme qui est vraiment plus pensé pour la dimension académique de l'université, qui marcherait pas trop dans la vie de tous les jours. ouais. C'est habitat collectif et écologique. Donc, c'est assez général et c'est assez descriptif. Et mes critères, donc, c'est qu'il y a un collectif qui se limite pas à des gens à une famille nucléaire, mettons, donc Mhm. les parents, les enfants, les grands-parents. Une dimension alternative, donc là aussi c'est très large, hein, mais c'est une volonté de vivre différemment du mode de vie majoritaire, Ouais. avec une réflexion sur l'environnement et euh, en milieu rural, pas pour dire que c'est fondamentalement différent, les collectifs urbains et ruraux, mais parce que je partais du principe que faire ça en milieu rural, c'est quand même, euh, ça dit quelque chose du projet, notamment sur la dimension autosuffisante, et c'est pas forcément les mêmes idées qui poussent quelqu'un à faire un collectif en urbain ou en rural. Mhm. Et par ailleurs, il y a mon intérêt personnel, et je l'ai déjà expliqué, pour les milieux ruraux, puis sur leur transformation. Donc, c'est aussi comprendre ce que ces collectifs pouvaient faire dans les milieux ruraux. Et donc, dans les collectifs que j'ai visités, qui sont au nombre de 14, il y OK, en ouais. a qui se considéraient comme communauté intentionnelle, éco-hameau, éco-village, d'autres qui n'utilisaient aucun de ces termes, qui s'appelaient association, par exemple, ou des choses comme ça. OK, cool. T'as visité 14 communautés donc au Québec et en France. Oui. T'es allé ces journées-là combien de temps? À quoi ça ressemblait? Est-ce qu'il y a des noms que tu peux nommer de certains endroits? Alors, je peux rien nommer parce que Ouais, j'ai c'est ça. signé des accords de confidentialité, notamment parce que dans ma thèse, je parle aussi des conflits qu'il peut y avoir, parfois entre les membres, mais surtout les conflits dans le village et tout ça. Donc, je ne veux pas trop citer de nom. Mais en fait, j'ai fait du terrain sur 3 territoires, donc la Gaspésie au Québec, et puis les départements de l'Orne en France, qui est en Normandie, et de l'Ariège, dont je parlais tout à l'heure et que je connaissais déjà. Euh, et
Le moyen principal pour récolter des données, c'était de faire des entretiens et de l'observation participante. Donc aller sur place et vivre avec les gens, puis comme en fait faire du woofing. J'étais woofer sur place et sur chacun des trois sites, j'ai sélectionné un lieu où je suis resté au moins 2 semaines. Ok. Donc c'était le lieu principal sur chaque site. Et les autres endroits, j'y passais entre une demi-journée et 3 jours. Ça dépendait de la disponibilité des gens, de la mienne, etc. Euh, donc ça, c'est vraiment le cœur de la recherche. Et sur les mêmes territoires, j'allais rencontrer le plus possible les élus quand ils acceptaient de me répondre, y compris même les députés. Mhm. Euh, et puis des gens qui travaillaient dans les secteurs de l'aménagement, urbanisme, développement régional, développement rural. Mm. Ouais. Puis, juste une question personnelle, tu sais, tu le faisais pour tes études et tout, mais qu'est-ce que toi, ça t'a fait de ressentir d'être dans ces endroits-là? Comment est-ce que y a-t-il quelque chose que tu as appris, que tu as vécu, qui était comme, je sais pas comment l'exprimer, mais il y a des gens qui viennent ici, qui font puis là, qui se trouvent quelque chose. Est-ce que tu as vécu quelque chose dans ce genre-là? Euh, je suis pas sûr de comprendre à 100%, mais je vais donner la réponse par rapport à ce que j'ai compris. Ouais. Euh, c'est sûr que moi, bon, comme j'avais un intérêt, j'étais très content d'en visiter plusieurs, puis ça me permettait aussi de mieux connaître ce milieu, savoir si moi-même ça m'intéressait toujours, à quel point. Mm. Donc, ce que j'ai découvert, premièrement, c'est que c'était vraiment diversifié, ces lieux-là, les gens qui s'y trouvent, les objectifs et tout ça. Euh, que c'était compliqué, bien souvent, Ouais. et qu'il y avait beaucoup de modèles, en fait, qui moi, me conviendraient pas, je pense. Il y en OK. a un ou deux sur 14 où vraiment je me disais, ah, ça, je me verrais bien y vivre, je pense que ça me correspondrait. Et les autres, en fait, dans la myriade, Ouais. euh, il y a plein de façons différentes de faire ça, puis enfin, ça ne convient pas forcément à tout le monde, c'est sûr. Oui, non, non, c'est exactement ça. Et tu as remarqué que j'ai très mal exprimé la question, mais c'est parce que il y a quelque chose qui est difficilement explicable. Il y a quelque chose qui est difficilement à vivre ensemble. Des fois, ça reste un peu un mystère ou un vécu, ou des fois, les mots ne suffisent pas. Euh, Mais non. peut-être tu parles d'un genre de magnétisme. Ouais, c'est ça, ou un genre de... Tu sais, moi, la première année que je suis revenu ici, moi, c'était vraiment magique, là. Je suis revenu en 2013. Puis l'été 2013, puis c'était comme... Bon, je vivais aussi tous les avantages du collectif sans encore porter de responsabilité. C'était un peu comme tous les avantages de vivre ensemble sans, sans les responsabilités, sans les défis. Mais euh, en tout cas, pour moi, ça a été le plus bel été de ma vie. Ça a été Mhm. la plus belle année aussi. Il y avait comme quelque chose de vraiment fort, de vraiment indescriptible, de vraiment entraînant. Puis moi, quand j'y ai repensé plus tard, c'est vraiment pour pourquoi je suis revenu, c'est une quête de sens. Et je trouvais une espèce de sens collectif, des gens qui avaient le même sens de la vie, qui œuvraient ensemble. Donc c'est comme une espèce de entraînement c'est comme un ruisseau, puis là tu vogues dans cette énergie-là. Oui, je pense que je comprends de quoi tu parles. Puis c'est quelque chose qui m'a été témoigné aussi par plusieurs personnes. Et dans ma thèse, j'en parle sur le terme de magnétisme, justement, comme des gens qui Mhm. sont attirés par. Ça peut être Ouais. le lieu, ça peut être le collectif dans son ensemble, quelques personnes. Mais pour le coup, moi, il y a vraiment deux endroits où je me suis senti instantanément très bien. Et effectivement, il y avait le côté, ça a vraiment du sens pour moi, et le côté en plus où le, le courant passe bien avec tout le monde, enfin, ou en tout cas une partie des gens, puis le lieu, et il y a quelque chose qui se crée, puis tu te dis,
peut-être dans d'autres circonstances, je pourrais Ouais. rester là. Ouais, fait que, tu sais, dans ton premier truc, le premier aspect, c'est vraiment comme, OK, quelles sont les idées des gens? Qu'est-ce qui les motive politiquement, mais aussi autres à vivre ici? Deuxième aspect, c'était comme dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Puis le troisième aspect était vraiment les liens entre le collectif et les locaux, les gens qui habitaient déjà le territoire avant le collectif, la municipalité, la MRC, les élus municipaux, la population locale aussi. Moi, je suis pas allé discuter directement avec la population, hors Ouais, les élus et les personnes d'administration. ouais, Donc, parfois j'en parle, mais c'est soit parce que les personnes interrogées m'en ont parlé, donc ouais, c'est plus je rapporte ce qui m'a été dit, ou alors c'est arrivé quelquefois qu'il y ait des voisins qui viennent et qu'on échange à cette occasion-là parce qu'ils sont sur le lieu, mais ouais, j'ai pas activement cherché à interroger les voisins, par exemple. ouais. Fait que on commence par le premier aspect. Quelles sont les principales motivations qui poussent les gens à essayer de vivre en collectif, les motifs politiques et les motifs personnels? Oui, ben alors, moi, ce que j'ai identifié, c'est deux choses principalement. C'est d'un côté, il y a des fortes préoccupations par rapport à l'état du monde. Donc là, on est vraiment à une échelle globale, parfois nationale, mais plutôt globale. Donc c'est d'abord l'environnement, la crise environnementale, mais il y a aussi beaucoup de préoccupations sociales liées aux inégalités. Et moins souvent, mais quand même, ça joue parfois la dimension géopolitique. Et ça, notamment en France, avec la guerre en Ukraine, qui a joué un rôle. Euh, donc ça, c'est une dimension un peu de la vision d'ensemble qui crée de l'inquiétude. Et Ouais. puis ensuite, il y a la dimension un petit peu plus du vécu individuel, qui est un sentiment d'insatisfaction et justement une quête de sens. Tu l'as nommé tout à l'heure. Euh, Donc l'impression que son quotidien, puisqu'on a construit depuis plusieurs années, parfois depuis qu'on est tout petit, n'a pas vraiment de sens. Donc ça Mhm. peut être le milieu urbain, on vit en ville, puis en fait, on trouve que c'est pollué, on trouve qu'il fait trop chaud avec les canicules, etc. Ça peut être l'emploi ou les études ou l'emploi qu'on a juste après les études où on se dit mais en fait qu'est-ce que je fais là? Ouais, je travaille pour des grandes entreprises alors que c'est pas ce en quoi je crois. Je travaille pour l'agroalimentaire alors que c'est pas mes convictions, etc. Donc là, on a vraiment deux motivations qui vont se rejoindre et qui vont entraîner la volonté de bifurcation. Euh, et le projet de collectif, il va répondre d'abord à la préoccupation individuelle, donc avec l'idée, bon, ben déjà, je me sors de là où je suis, qui me convient pas, et j'essaie de trouver du sens dans mon quotidien, puis avec d'autres personnes. Donc la particularité des collectifs aussi, c'est que il y a cette conviction qu'il faut faire les choses ensemble pour que ça change. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vivent ces mêmes choses, mais leur bifurcation ne va pas se tourner vers les collectifs. Mais donc, il y a l'idée que ce collectif va permettre déjà pour soi de trouver du sens et ensuite de répondre un petit peu aux enjeux beaucoup plus larges, beaucoup plus globaux, même si personne ne croit que son collectif va changer le monde. Mais il y a quand même un peu une idée de, bon, ben, au moins, au mieux, j'arrête de nuire. Enfin, non, Mhm. au pire, j'arrête de nuire, puis au mieux, peut-être, je participe un petit peu à transformer les choses progressivement. Ouais, c'est un peu le colibri, je fais ma part. Mm. En étant ici, peut-être que je vais inspirer d'autres personnes. Peut-être qu'on va inspirer d'autres changements en faisant ça. Tout à fait. Puis là, quand tu arrives dans la réalité, qu'est-ce que tu as observé entre les différences entre les idéaux et la réalité de la vie? Mais peut-être les deux choses à retenir, c'est d'abord le côté matériel. Donc il y a beaucoup Ouais. de fantasmes ou de projections de qu'est-ce que ça peut être ce mode de vie, puis qu'est-ce que c'est même les milieux ruraux, qu'est-ce que c'est vivre en milieu rural.
Et donc, découvrir en fait que c'est pas si facile de d'être autosuffisant, surtout au Québec, mais même Ouais. en France, hein, d'être autosuffisant en nourriture, de pas dépendre de l'énergie produite par les centrales nucléaires ou par les barrages hydroélectriques, ce genre de choses. Donc, revoir aussi ses ambitions, parfois de ce point de vue-là. Ou juste, si on passe tout son temps à faire pousser à manger, ben, peut-être qu'on n'a plus d'argent pour les autres choses. Ouais. Donc là, c'est vraiment l'aspect matériel qui vient et qui oblige un petit peu à faire des concessions sur sa radicalité parce que c'est trop compliqué. On vit dans des sociétés qui sont très complexes où il y a plein d'étages et c'est très difficile en fait de se défaire comme ça du matériel, ne serait-ce qu'un stylo. On peut pas fabriquer nous-mêmes un stylo. Donc, ça, Oui. c'est quelque chose qui est difficile. Puis là, les gens se positionnent plus ou moins radicalement, mais forcément, c'est des sacrifices. Plus on veut être autosuffisant, puis moins on fait d'autres choses, il faut s'y consacrer à 100%. Donc, c'est très rare ceux qui vont à fond là-dedans. Et ne serait-ce aussi que parfois, ça nuit au collectif lui-même, parce que c'est tellement dur comme condition. Et Mm. si on veut que le collectif se porte bien, il faut faire des réunions, mais ça prend du temps sur faire le bûchage. Si en plus on a décidé qu'on n'utilisait pas de tronçonneuse et qu'on faisait tout à la main, bref. Oui. Mais la hache de couper l'arbre, elle a été faite dans une usine à quelque part. Oui, On s'en sort on s'en pas, sort là. jamais. On s'en sort jamais. C'est moi, cette idée-là de d'être autosuffisant, de se mettre ensemble parce que ça va être plus facile d'être autosuffisant, est un peu. Des personnes arrivent dans le mouvement avec cette idée-là, mais moi, je leur dis, ben, si tu veux être autosuffisant, puis si c'est vraiment ça ton objectif, non, achète-toi ta ferme, puis essaie de le faire tout seul, parce que ça va être plus compliqué de le faire à plusieurs. Mhm. Puis, on s'en sort pas de la dépendance, puis de l'interdépendance. Moi, je crois que c'est dans. On n'aime pas le, cette espèce d'interdépendance qui nous est imposée, qui est un peu. Qu'on est aveugle. Ok, j'ai acheté des crevettes qui viennent du Vietnam, mais je sais pas dans quelles conditions de travail, je sais pas. Donc, je suis dépendant de ça, mais ce que je pense que moi, on veut ramener, c'est de la conscience dans l'interdépendance. Donc là, j'ai acheté d'un producteur local, mais je suis conscient de où est-ce que ça vient plutôt que d'être complètement autosuffisant, euh, ce qui est un peu. Mais tu sais, l'égalité aussi, c'est une utopie, mais tu sais, Mhm. tu y arriveras jamais vraiment à- à- à l'autosuffisance, là. Il va toujours avoir quelque chose que tu vas avoir besoin d'acheter dans un magasin, ou même si tu as une forge, même si tu ci, même si tu iras pas récolter le fer dans une mine de fer pour faire ta hache qui va te permettre de couper du bois. Il y a comme, il y a une limite là, à ça, malheureusement. Oui, tout à fait. Puis la troisième étape, puis c'est quelque chose d'assez important. Euh, me semble il y a un livre qui s'appelle Une boussole pour vivre ensemble de Eva Stützle qui était dans le mouvement allemand. Puis elle parlait comme il y a plusieurs étapes. Puis l'étape c'était une des sept étapes d'avoir comme une bonne relation avec le autour du collectif, la municipalité, tout ça. Moi, je te confirme que ici, c'est quelque chose dans lequel consciemment on met de l'énergie. Il y a quelqu'un sur le conseil municipal, il y a deux ou trois personnes engagées dans les organismes citoyens. On a déjà organisé dans le village des nouveaux projets, des incroyables comestibles. La semaine dernière, on avait des jeunes de band de musique qui faisaient un spectacle dans le village. Donc, le lien avec le village, le local, les municipales, les locaux, puis tout ça, c'est quelque chose on travaille activement. Puis, je pense qu'on ne peut pas s'en sortir sans ça, sinon, le clivage est trop grand, puis ça fait trop un gros clash entre
une culture mainstream mais rurale. J'ai un pick-up puis je fais de l'agriculture ou j'ai des vaches puis des poules. Puis genre, nous, que ça a complètement flyé, là. Fait que toi, que t'as trouvé là-dedans? Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? Bah oui, tu as nommé des choses vraiment, bah, vraiment pertinentes. Mais peut-être l'étape zéro, c'est que déjà, c'est extrêmement difficile euh, d'exister sans relation avec l'extérieur, ne serait-ce que en termes juridiques, il faut avoir Ouais. bah, pouvoir acheter, euh, pouvoir construire, construire aussi ce qu'on veut, parce que parfois, enfin, souvent, on veut un habitat léger, il faut des permis spéciaux. Puis là, là aussi, c'est beaucoup plus complexe en France en général. Il y a plus de réglementation, il y a moins d'espace aussi, donc tout est plus visible. Et ça peut être beaucoup plus difficile déjà. Donc là, il faut avoir des bonnes relations avec le maire, les autorités qui vont signer Mhm. les papiers pour, pour juste pouvoir démarrer son projet ou le développer. T'es en train de me dire que je peux pas juste aller dans une forêt au milieu de nulle part, me construire une cabane puis y habiter dedans. Il y en a qui le font, ouais, mais c'est de plus en plus compliqué. Mais je veux dire que le problème, c'est pas toujours d'acheter, c'est d'avoir le droit. Mais parce qu'aussi en France, c'est ça que je voulais ajouter, c'est que notamment si les terres sont zonées agricoles, il faut avoir un projet agricole Mhm. et qui soit viable, qui va être examiné par des gens pour pouvoir acheter la terre et s'installer. Sinon, on peut juste la vente peut être refusée. Donc OK. déjà, ça c'est quelque chose, je pense pas je pense pas que c'est l'équivalent au Québec. Je suis pas sûr à 100%. Même si on peut pas faire n'importe quoi sur une terre agricole, hein, au Québec non plus, mais acheter la terre, je sais pas s'il y a des Hmm. contraintes. Ouais, ça me dit quelque chose. Je crois que. Mais vas-y, continue. Mais donc ça déjà, c'est un premier obstacle de taille, donc Ouais. le légal, quoi. Et ensuite, bah, c'est sûr que puisqu'on l'a dit, être autosuffisant, c'est vraiment compliqué. Puis l'autosuffisance, bon, il y a toute la survie matérielle, mais aussi la survie sociale, avoir des relations aussi, pas seulement au sein du Hmm. collectif, surtout parfois les collectifs, enfin les projets au début, c'est 4 personnes, c'est petit. Donc c'est important aussi pour les gens d'avoir des relations à l'extérieur et euh, moins il y a de contact, plus il y a de clivage, plus c'est compliqué. Puis tout simplement, les gens peuvent nous mener la vie dure. Euh, ils ont si on est mal vu, si on ne s'est pas présenté. Puis en milieu rural aussi, il y a des dimensions. Peut-être on peut appeler ça traditionnel, ou en tout cas certaines cultures dont on n'a pas forcément les codes quand on vient pas de là. Et ça peut être mal vu si on vient pas se présenter, par exemple, ou si dans certains coins en France, garer sa voiture devant l'église un jour de messe, ben, ça peut être super mal Hmm. vu, même s'il y a une place là. Puis Oui. ça peut être, si c'est la première chose qu'on fait quand on arrive, ça fait 2 semaines qu'on est installé, puis on fait ça. Là, c'est le faux pas. Puis c'est des petites choses qui peuvent vraiment changer les relations ou faire en sorte que ça part sur de bonnes ou de mauvaises relations, de commencer à tâter le terrain, parler aux gens, se faire connaître, essayer de comprendre les règles, de pas trop imposer sa vision aussi, mais ça, c'est quelque chose c'est un mot qui circule beaucoup, je pense, dans ce milieu-là, de pas arriver avec sa vision en disant, ah ben nous, on a compris comment fallait faire pour bien faire. Puis vous, vous êtes dans le tort, mais vous inquiétez pas, on va vous expliquer comment vivre. Et surtout, c'est qu'il faut se souvenir que ben, dans les milieux ruraux, il y a 200 ans, eux, ils avaient une société qui fonctionnait bien, qui était pas autosuffisante, mais pas mal plus autosuffisante Mhm. que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et cette société, elle a été complètement chamboulée par la mondialisation, par la modernisation, et c'était pas forcément la volonté des gens qui habitaient là Mhm. que ça se transforme de la sorte. Donc là,
ils commencent à peine à s'en remettre, entre guillemets. Puis là, il y a des gens qui arrivent et qui leur disent, en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc ça peut être aussi très mal vécu. Hmm. Puis, bon, est-ce que tu as des exemples de quand ça s'est bien passé avec la politique locale, quand ça s'est mal passé sans nommer de nom? Y a-t-il des choses que tu pourrais nous dire, desquelles on pourrait apprendre? Oui. Euh, ben, les collectifs que j'ai observés où ça s'est passé le mieux, c'était des collectifs qui étaient consacrés, enfin leur objectif principal, c'était le développement rural. Donc eux, ils se sont installés en disant, nous, oui, on fait ça pour nous, mais ce qu'on veut, c'est faire vivre une communauté rurale, locale, pas juste rester entre nous. Et donc, ils font des activités qui sont tournées vers l'extérieur, vers le village et les villages avoisinants. Donc ça peut être culturel, ça peut être social, c'est rendre des services, ils font de la location de vélos, euh, avoir un dépôt de pain dans un village où il n'y a plus d'épicerie, ben, ils s'arrangent avec une boulangerie, puis tous les jours, et le boulanger vient laisser du pain que les villageois peuvent aller acheter. C'est ce genre de choses qui fait vivre le village. Donc même si au début, tout le monde, hein, tout le monde au début est mal vu, tout le monde est stéréotypé, c'est dur pour tous les collectifs que j'ai vus. Mais ceux qui font ce genre d'activité, quand même, au bout de quelques années, ils arrivent à se faire reconnaître comme des acteurs qui font vivre le territoire. Et parfois, ça leur paraît un peu ingrat parce qu'ils font beaucoup plus que bien d'autres gens. Et ils ont peu, peu de reconnaissance. Mais ça marche quand même. Puis, ils en profitent aussi pour faire passer un peu leurs idées, leurs valeurs plus écologiques à travers ces activités-là. Et ensuite, l'autre cas que j'ai vu, et ça m'a surpris, mais ça fait du sens, où ça se passait vraiment bien, c'était un collectif qui était plus en mode survivaliste autosuffisant. Mhm. Donc eux, le but, c'était justement d'être le plus possible en autarcie. Donc pas utiliser d'essence, acheter le moins possible de matériel à l'extérieur, de nourriture, etc. Mais de ce fait, ils étaient obligés d'avoir des liens forts localement avec des gens qui produisaient des choses. Donc ils disaient, OK, on ne produira jamais de céréales, on va avoir des bonnes relations avec la personne qui est à côté puis qui fait du blé, il va nous donner de la farine, etc. Euh, donc ils créaient peu de liens, mais des liens forts avec le voisinage, des liens d'entraide. Et donc les gens, même les locaux, ben, ils, ils appréciaient ça parce qu'eux aussi recevaient en retour, donc ils pratiquaient le troc, etc., mais aussi des coups de main dans dans des métiers, des milieux où on a toujours besoin. Et même la municipalité, c'était aussi, en fait, c'était en Ariège, donc il y a un contexte particulier où donc les espaces ruraux ont tendance à se vider. Donc ça, c'était le cas dans les trois territoires que j'ai visités. Mais là, ce qui était particulier, c'est qu'en Ariège, la forêt, du coup, reprend. La forêt repousse sur d'anciens champs, d'anciennes pâtures. Et ça, c'est très dur pour les locaux de voir ça, parce que pour eux, l'histoire de leur peuple, c'est l'histoire de la lutte contre la forêt. Un peu, si je prends un peu un cliché, mais c'est un peu ça. C'est, on a coupé les forêts pour faire pousser des choses, puis maintenant, on n'est plus assez nombreux, donc la forêt revient. Et donc le fait qu'il y ait un collectif là qui recoupait du bois pour mettre des chèvres, etc., ça c'était vraiment super bien vu. C'était symbolique, mais Mhm. ça a participé à faire revenir le paysage comme il était avant. Ouais, ouais, ça c'est intéressant. Puis, tu sais, plus tôt, tu nous as parlé de les collectifs, ils ont vraiment plusieurs différents discours, différents courants. C'est loin d'être homogène. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Euh,
Ben moi, j'ai essayé de faire une typologie, c'est-à-dire de classer les collectifs que j'avais visités, mais en m'inspirant bah, des 14 que j'ai vus, mais aussi de choses que j'ai lues, vues en ligne, etc. Donc, je suis arrivé à 4 classes. Évidemment, elles sont discutables. Puis, si on visitait tous les collectifs du monde, on pourrait Ouais. en faire d'autres. Mais c'est 4 classes qui je trouve assez cohérentes, en tout cas pour ce que j'ai vu. Et ça, donc dans chaque classe, il y a des idées différentes et du coup des projets différents. Donc il y a la classe qui est plus le type de collectif axé sur le développement local que j'ai décrit tantôt. Donc eux, il y a toujours la volonté de vivre différemment, mais là en gros c'est l'idée. Notre objectif, ça va être de transformer modestement la société, au moins localement. On ne pense pas pouvoir faire des changements de grande échelle, mais on va essayer de à l'échelle d'un petit territoire, faire changer les choses, créer du bien vivre pour nous, pour les gens qui habitent là, puis ça va peut-être inspirer d'autres gens. Et ça va passer par des initiatives de développement local. Ensuite, il y a un type plus activiste. Donc ça, c'est vraiment des gens qui ont plus une culture militante, qui du coup ont des lectures aussi politiques assez faciles à classer. Ils sont communistes ou anarchistes ou anarcho-communistes. Euh, Ils ont des engagements dans leur collectif, mais aussi des engagements dans des groupes militants. Donc, ils font des actions à toutes les échelles, locales, régionales, nationales, parfois internationales. Et le collectif, ça va servir à, à- à faire rejoindre les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux, notamment parce que souvent enfin, souvent, il y a une partie des courants dans les luttes sociales qui s'intéressent moins, aux luttes environnementales. Et donc le but, c'est un peu de rejoindre ça, puis aussi que le collectif soit un lieu où les activistes peuvent se ressourcer éventuellement, un peu plus calme, surtout que bah, souvent le militantisme se fait en ville. Et donc ces collectifs-là, ça peut être un peu moins bien vu dans les milieux ruraux. En général, ils n'affichent pas pleinement toutes leurs activités parce que le militantisme, notamment environnementaliste, n'est pas forcément très bien vu dans les milieux ruraux. Ensuite, il y a un type qui est plus sur l'introspection. Donc là, l'idée, c'est d'abord de se transformer soi-même. Donc, c'est des gens qui pensent que si on en est arrivé là, c'est parce que en tant qu'humain, notre société crée des humains qui sont pas vraiment adaptés. Et donc, il faut se retravailler soi-même pour réapprendre à vivre ensemble, réapprendre à vivre plus respectueusement de la nature, etc. Et donc là, c'est des collectifs qui sont un peu plus tournés vers eux-mêmes. Les activités vont plus se faire euh, dans le collectif. Donc, ça peut être de la méditation, de l'éducation alternative, ce genre de choses. Ça va être dans des milieux aussi. Ils vont aussi être tournés vers l'extérieur, mais plus justement vers des réseaux liés à leurs intérêts. Et ils sont, ceux que j'ai vus, moins tournés vers le territoire. Et ça peut créer des tensions parce que les territoires voient des gens s'installer, mais il n'y a pas vraiment d'échange. En plus, peut-être que les enfants vont pas à l'école, mais dans les milieux ruraux, parfois l'école, elle est sur le point de fermer tout le temps. Donc là, on voit des enfants arriver, mais ils vont pas à l'école, donc on comprend pas. Ça peut entraîner des tensions. Et là, ça peut vraiment nuire aussi au collectif de ne pas créer ces liens parce que, par exemple, moi, dans un cas que j'ai vu, ils voulaient vivre en habitat léger. En fait, ils vivaient en habitat léger alors qu'ils n'avaient pas droit et ils ont demandé une régularisation. Mais comme les relations étaient mauvaises à cause de la question de l'école, on leur a pas donné l'autorisation. Mm. Je ne peux pas garantir que dans le cas inverse, ils auraient eu l'autorisation, mais c'est quand même dans une région où d'habitude c'est toléré. Puis là, eux en particulier, on leur a mis les bâtons dans les roues à cause d'un autre problème. Donc d'où aussi l'intérêt d'avoir des bonnes relations Mhm. avec au Mm. moins certaines personnes stratégiques. Et le quatrième type, c'est le type plus autarcique. Où là, en fait, là, c'est plutôt des gens qui croient pas trop qu'ils peuvent changer le monde ou l'humain, puis c'est plus, on va faire un espèce de refuge pour nous, et ce sera déjà pas mal. Mhm. Oh, wow, merci. Ouais, fait que t'as vu que je nous reconnaissais beaucoup dans le Oui, numéro 3. oui.
Là, c'est Mais pas mal. après, c'est des caricatures, chaque type. Les collectifs, en Ouais. général, ils sont un petit peu à cheval. Et puis même, on peut avoir un collectif qui est un peu plus militant, mais à l'intérieur, il y a des membres qui sont plus introspectifs, par exemple. Il y a des mélanges comme ça. Ouais. Selon toi, au total, là, parce que tu sais, tu m'avais parlé quand on a communiqué un peu au début de controverser nos cartes qu'on avait Oui. fait du Québec. Selon toi, au Québec, il y a combien de collectifs en milieu rural? Euh, Moi, j'en ai cartographié 52 en 2023, je pense, la OK. carte définitive, ou 24. Sachant que depuis, il y en a qui, les projets ont arrêté. Il y a des projets aussi qui sont apparus. Donc, ce serait difficile à dire. Puis, bah, c'est un recensement que j'ai fait sur Internet. Donc, parfois, il y a juste un site, on n'a pas trop d'informations. Parfois, c'est juste une seule personne. Donc, Ouais, 52, c'est des collectifs avec, il y a au moins une personne qui a une intention de faire un collectif et qui a déjà un terrain. ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait 52 vraiment collectifs installés euh, et effectifs, on va dire, existants, mais ça m'étonnerait pas trop qu'on soit quand même autour de ce nombre-là. Ouais, c'est ça, parce que tu sais que moi, une de mes lubies, c'est d'essayer de répertorier les communautés intentionnelles au Québec. Puis bon, j'en ai à peu près une trentaine d'établis. Mais à OK. ça, on rajoute une quinzaine en construction, on rajoute une dizaine en projet. Ben, il y a comme... oui, j'arrive à peu près au même chiffre de 52, mais j'en découvre tout le temps. Puis il y en a qui existent depuis beaucoup d'années, puis que Mhm. j'avais jamais entendu parler, comme par exemple, j'en ai rajouté une récemment, ça s'appelle la salamandre pourpre. Puis j'avais jamais entendu parler de ça. Moi non plus. Puis dans une formation, dans un truc de village urbain, elle me disait comme il y a quatre cohabitats au Québec, puis je disais c'est quoi les tiens? Puis là, elle disait ah, ceux-là, ils se définissent comme cohabitats. Puis ça fait depuis les années 90 que le projet a démarré, de construction début 2000, Ah tout ça. oui. Mais c'est petit, c'est une dizaine de personnes, quatre ou cinq familles. Puis ils ont un site web et tout, mais j'avais jamais entendu parler, tout ça. Donc je sais qu'il y en a d'autres encore que je connais pas. Et dans l'article que tu m'as envoyé, celui proche de Captcha, j'avais jamais entendu parler. Puis j'ai essayé, ce matin, j'ai vraiment essayé de le trouver. Je me suis dit, il y a une coopérative de solidarité, il y a une coopérative d'habitation. Je suis capable, avec des recherches sur le registre des entreprises, d'aller le trouver. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi parce qu'il y a aussi un centre de bowling du même nom, puis un autre truc du même nom. Fait que j'ai pas réussi à le trouver, là. Mais Mais, dans l'article, j'ai changé les noms. ok. C'est pas les vrais noms. Ah, d'accord. Donc, ça explique. Ouais. Ça explique. Mais, oui, c'est ça. Mais il y en a qui veulent. Mais toi, pour ton étude, c'était anonyme. Mhm. Mais il y en a aussi qui ne souhaitent pas se faire publiciser ou de Tout à quoi. fait. Je pense au plateau communautaire qui existent depuis 50 ans, mais qui ont eu une présence sur Internet très limitée. Et puis, c'est juste au 50e anniversaire que là, bon, il y a un petit membre qui a fait des documentaires sur le truc, Mhm. qui a des vidéos sur le 50e anniversaire et tout ça. Donc, il y en a qui sont sont bien à l'aise de rester à l'écart du regard public. Et ici, dans notre éco-village, la cité écologique, il y a des gens qui seraient bien heureux qu'on fasse pas de journée porte ouverte, qu'on n'ait pas de site web, que les gens ne viennent pas ici. Donc, on a aussi cette espèce de gens comme, ben là, on est bien entre nous, pourquoi on inviterait d'autres gens à venir sur place, hein? Oui, ça c'est assez fréquent.
cette ambivalence entre, en même temps, et comme il y a un peu cette motivation de changer les choses, on a envie de transmettre et aussi c'est notre vie quotidienne, puis on n'a pas forcément envie Ouais. d'être Ben, visité en permanence. oui, c'est ça. Puis il y a des gens ici qui se sentent un peu comme un zoo, tu sais, quand on veut Ouais. pas être vu un peu comme ça, là. Oui. Mais selon toi, il y a plus au prorata de la population, est-ce qu'il y a plus de collectifs en France ou au Québec? J'ai l'impression que En c'est en France. France. Ouais, en France. Ouais. Ouais, ouais. En France, moi j'en ai recensé 802. OK. Pareil, seulement sur Internet. Ouais, Et à la même date, donc 2024, je pense, le dernier recensement. ouais, Sachant que, évidemment, là-dedans, c'est la même chose. Il y en a, ils n'existent plus, mais il y en a eu des nouveaux aussi depuis. Donc, à mon avis, ça compense à peu près. Il y en a, ils sont pas forcément constitués, ou alors il y a juste deux personnes, etc. Mais je pense que il y a aussi pas mal de collectifs qui sont pas sur Internet. Mais d'abord, il y a ceux qui m'ont échappé parce que ma méthode de collecte, elle n'était pas infaillible. Et puis, il y a tous ceux qui veulent pas se créer de sites internet et tout ça. Donc je pense on est à plus que 800 en France, mais bon, on sait que ça évolue très vite, hein. ouais, c'est Ce qui ça. fait que oui, par habitant, il y en a plus en France Ouais. qu'au Québec, à mon Parce avis. que ouais, il y a 7 fois plus d'habitants, mais mettons si on prend un chiffre très grossier, 16 fois plus de collectifs, là, C'est ça. à peu près. Et moi, je le remarque, le mouvement en France est beaucoup plus avancé. Puis je me demande tout le temps, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de population ou vraiment est-ce que c'est parce que proportionnellement il y a plus de collectifs? Parce qu'il y a Habitat Participatif France, la coopérative Oasis, Les Passages, il y a plusieurs associations qui œuvrent vraiment dans le vivre ensemble, dans accompagner les collectifs, dans accompagner des gens à joindre des collectifs. Donc, il y a le Festival Oasis à toutes les Mhm. années. Et ici, on n'a pas encore atteint ça, mais Ouais, c'est dans mes rêves, moi, un jour d'organiser un ce rassemblement. serait bien. Mais peut-être qu'il n'y a pas, il y a pas la masse critique aussi pour que Hmm. vraiment il y ait des organisations qui arrivent à fonctionner et à durer dans le temps côté québécois, je sais pas. Ouais, Mais ouais, ouais. oui, en France, c'est sûr, bon, il y a plus de monde, donc c'est peut-être plus simple de partir un mouvement un peu national, et puis une fois que c'est lancé, ça attire encore plus de gens. Puis dans la France, en Europe, il y a plein de pays autour aussi où il y a des mouvements de ce genre qui sont populaires, donc ça peut jouer. Et après, ça, c'est une théorie qui est la mienne, là, qui n'est pas du tout scientifique, mais peut-être que le côté aussi un peu plus français de critiquer, puis d'être politisé, de plus vouloir s'engager, peut-être que ça joue aussi. Mhm. Ouais, peut-être. Ça se pourrait bien. Euh, pour toi, quelle est la place des collectifs dans la société plus large? Tu sais, moi, je crois pas que tout le monde peut vivre en collectif. C'est pas fait pour tout le monde. Et de toute façon, c'est pas vraiment ça l'objectif. Moi, je les vois plus comme des endroits laboratoires où on développe une nouvelle culture, où il y a une espèce de cadeau qui peut être cultivé puis donné à la société plus large. Si, par exemple, c'est très courant dans des communautés intentionnelles d'avoir des repas communs, une, deux, trois, quatre, 5 fois par semaine. Euh, ben, est-ce un des cadeaux qui pourrait pas être donné à la société plus large, c'est que ben, des gens s'organisent puis fassent des échanges de repas. Donc, on se met 5 personnes ensemble dans la même rue, puis à chaque semaine, il y en a un qui cuisine pour les 5 familles. On sauve du temps, on sauve de l'argent, et on apprend à développer des liens avec nos voisins. Parce que, tu sais, ça peut pas être juste quelque chose de simple comme ça qui peut être mis en place un peu dans n'importe quel quartier, là. Oui, oui, Comment est-ce que toi, tu vois ça? je suis assez d'accord avec toi. Je pense que leur potentiel, c'est d'être des formes d'inspiration pour des choses diverses. Chacun peut y trouver ce qui l'intéresse. Mais le fait de partager, de mutualiser,
que ce soit des moments ou du matériel, ou même de l'argent. Je pense que c'est des choses inspirantes et qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça aussi. Il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie de vivre en collectif, mais ils recherchent une société qui est un peu moins atomisée, où on est un peu moins chacun dans sa bulle. Et Mm. ça a certainement un rôle à jouer là-dedans. Et aussi pour les collectifs qui sont les plus impliqués vers l'extérieur aussi, en tout cas pour les milieux ruraux, je pense que ça apporte déjà de faire continuer à faire vivre des territoires, continuer à montrer, enfin, que certains territoires ruraux continuent d'être attrayants aussi. Parce que il y a des territoires qui sont désertés, puis ils sont en déprime. Parfois on dit en déprime démographique, mais c'est aussi une Mhm. forme de déprime psychologique des gens qui sont là, puis qui voient tout le monde partir. Donc ça a ce rôle-là aussi, je pense, pour ceux qui sont en milieu rural en tout cas. Mm. Ouais, ça c'est vraiment inspirant. Puis, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à l'étude que tu as faite que tu aimerais partager qu'on n'a pas encore parlé? Il y aurait sûrement beaucoup de choses, mais je pense que j'ai fait une partie d'analyse de réseau en ligne. Donc, essayer de voir sur Internet comment les acteurs du milieu se connectaient les uns les autres. Et justement, ça permet d'ajouter de l'eau au moulin de ce qu'on disait tout à l'heure quand on comparait le mouvement en France et au Québec. Mhm. C'est que dans mon analyse, on voit que vraiment, ce sont les organisations euh, comme les colibris, les oasis et tout ça, qui fédèrent et qui créent une cohérence. Sur Internet, les initiatives prises isolément sont très peu connectées, se font très peu de références les unes les autres, Ouais, mais on a la présence de ces acteurs clés, euh, certains plus petits régionaux, mais qui ont une importance quand même, et puis après les nationaux, voire internationaux avec le Global Eco Village Network, mais lui, il est plus connu au Québec qu'en France. Donc l'importance de ces acteurs-là pour fédérer un peu un genre une forme de reconnaissance. Je sais peut-être même que le terme identité est trop fort, tellement c'est éclaté et divers, mais en même temps, cette diversité est respectée. Puis il y a quand même l'impression de faire partie d'un mouvement collectif de gens qui essaient de faire les choses différemment. Et je pense que ça a un impact aussi dans la circulation de savoir, d'idées, même si à l'intérieur de ce réseau-là, il y a plein de tensions, il y a des gens qui se détestent, qui ne sont pas du tout d'accord sur les lectures du monde, mais ça a le mérite d'exister puis de vivre. Et dans cette analyse de réseau, on voit qu'au Québec, ben, il y a presque pas de réseau. Il y a des points, puis ouais. ils sont très, très peu reliés. Et même, ils sont très peu reliés à la France. Encore une fois, c'est Mhm. sur Internet, hein, mais il n'y a pas grand-chose qui relie le Québec et la France. Euh, il y a le Greb qui a une petite notoriété euh, Ouais. en France, mais sinon, bon, les Oasis sont connus par dans certains collectifs au Québec. Et, et voilà. Après, dans les faits, sur le terrain, il y a aussi pas mal de Français j'ai vu des Suisses aussi, qui sont au Québec et qui sont installés dans des collectifs. Mhm. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des liens transatlantique entre collectifs. Ouais. Est-ce que tu penses que le Québec gagnerait à essayer de réseauter avec la France ou l'inverse? Ben, je pense pas qu'il y a à perdre en tout cas. Mm. L'échange de savoir, de pratiques, d'idées, je ne vois pas pourquoi ça pourrait nuire. Je pense aussi que le Québec a quand même sa, sa propre trajectoire, sa propre façon de faire, sa propre culture même alternative. Donc ça, il faut le sauvegarder aussi. Il ne faut pas juste calquer ce qui se fait en France. Mais j'ai l'impression d'avoir constaté quand même que certains collectifs avaient essayé de se tourner vers
le monde anglophone et notamment vers les États-Unis. Puis il y avait quand même de la difficulté parce que, ben, enfin, pour rapporter un peu des paroles qui m'ont été dites, c'est c'est quoi cet endroit, ce territoire perdu au Canada, puis où ils parlent français, c'est un peu bizarre. Donc les tentatives de réseautage pour essayer de faire participer à quelque chose de plus grand n'avaient pas l'air d'avoir trop marché. Et donc peut-être qu'en se tournant vers un monde plus francophone, ça pourrait mieux marcher. Oui, parce que oui, la barrière de la langue, c'est quand même c'est très culturel. Puis même juste Québec, Ontario, il y a déjà eu des tentatives de réseau d'éco-villages canadiens ou tout ça, mais en fait, bon, les communautés intentionnelles en Ontario vont juste aller vers les communautés intentionnelles des États-Unis. Ça se marie très Mm. bien. La culture est presque la même. Mais après le Québec, tout ça, en tout cas, moi, j'ai remarqué, puis un autre endroit où il y a beaucoup de collectifs en milieu ruraux, comme ici, c'est en Colombie-Britannique. Oui. Mais après, ça fait partie du Canada, la Colombie-Britannique. Mais aller en avion en Colombie-Britannique ou aller en avion en France, c'est à peu près la même distance. Donc, tu sais, moi, je me suis dit quand je réfléchissais à réseauter au Québec, tout ça, puis à réseauter avec d'autres communautés, mais je me disais, il faut que ce soit au Québec, il faut que ce soit en Mhm. français, parce que, d'un, on a quand même beaucoup réseauté avec des communautés aux États-Unis, genre Ananda Village, mais c'est en Californie, c'est super loin, où il y a deux personnes de chez nous qui sont parties vivre en Alaska dans une communauté qui s'appelle Ionia. Mais pour aller en Alaska, c'est 24 heures d'avion, trois connexions. C'est horrible, ce voyage. Donc, c'est tellement loin. Mais après ça, c'est comme, la France aussi, c'est loin, il faut que tu prennes l'avion, mais je sais pas, on parle la même langue. Le réseau français est quand même est bien développé. Il y a beaucoup d'expériences qui se font, il y a beaucoup d'expériences qui se partagent. Moi, j'ai regardé toutes les vidéos de l'éco-village de Pourg, j'ai regardé tous les vidéos de Sophie Rabi et Laurent avec l'expérience qu'ils ont vécue au hameau des Buis. Je regarde beaucoup Audrey Giquel. Je regarde beaucoup Johan Sancerny qui était aussi lié à l'éco-village de Pourg. Je veux dire, moi, de l'information que je prends, que je consomme, en lien vraiment avec les collectifs, c'est vraiment, elle vient beaucoup plus de la France que du Québec. Donc, déjà, il y a comme, en tout cas pour moi, il y a vraiment une influence, quelque chose qui vient, là. Mais beaucoup peut se faire aussi, enfin évidemment, je pense que pour vraiment avoir un réseau, il faut se déplacer, se voir de temps en temps, mais beaucoup peut se Oui, faire en ligne. Mais c'est sûr que, en fait, côté français, il se passe tellement de choses que je pense pas qu'il y ait des gens qui vont spontanément se tourner vers l'extérieur. Je pense que il faut ouais, aller solliciter. Et pareil, en fait, pour les États-Unis, hein, mais ouais. Mais ce serait plutôt à nous au Québec de voir, OK, on va aller plus vers la France, on va aller plus vers le réseau FIC c'est aux ça. Et pourquoi États-Unis. aussi? Qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on veut? Ouais, C'est pour avoir des... Parce qu'on peut se tourner, par exemple, là je pense à le réseau Altis, il donne des conseils justement plus sur tout ce qui est obtenir des permis pour les habitats légers, ce genre de ouais, choses. Ça peut être intéressant, mais ça va jamais s'appliquer tel quel. Donc on peut ouais, essayer de s'en inspirer pour faire des outils équivalents ou pas. Enfin, qu'est-ce qui est pertinent? C'est pas si facile aussi d'exporter ouais. les connaissances. Les lois sont différentes, les Mm. territoires sont différents, les climats sont un peu différents aussi. Ouais. Euh, on arrive à la fin. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Euh, Penses-tu que le mouvement du vivre ensemble, Québec, France ou ailleurs dans le monde, est-ce qu'il grandit ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est en pente un peu descendante ou c'est en pente un peu montante? Euh, je pense que c'est plutôt montant. Et là, je parle juste Québec-France, hein. Je connais pas, je Mhm. peux pas me prononcer pour ailleurs. France, je suis assez sûr de moi. Québec, j'ai l'impression euh, que, que, que ça continue à croître.
Mais je ne saurais pas dire par contre si dans 10 ans ce sera toujours le cas ou pas. C'est Ouais. aussi des choses qui sont assez cycliques, hein, ce genre d'initiative. Mais je pense quand même que, en fait, ça répond aussi à un vivre ensemble qui s'étiole à l'échelle de la société, où on est de plus en plus individualisé, puis que les gens recherchent euh, les gens il y a une partie des gens qui vont rechercher l'inverse, du coup, Mhm. retrouver le Ouais, collectif, ouais. euh, que ce soit en milieu rural ou pas, et que ce soit à travers la vie en collectif ou par d'autres initiatives, et d'autres activités qui impliquent pas forcément de vivre, ensemble, en termes d'habiter. Mhm. Tu vois, moi, j'avais lu un article il y a quelques années, puis ça disait, ah, ces idées de vivre en collectif, ça revient à tous les 15 à 20 ans. Puis je m'étais dit, mais non, c'est n'importe quoi ça. N'importe quoi. Mais plus j'y pense, plus c'est vrai, là. C'était comme une vague dans les années 70, il y a eu une plus petite vague dans les années 80. Début 2000, moi j'ai vu en tout cas au Québec, là, j'ai vu une petite vague. Puis en France, comme 2016-2017, il y a vraiment de quoi que starté, puis ça fait ça, là. Mais là, je sais pas si on est comme rendu à un petit peu après le pic de la vague en France. Puis je réfléchissais à ça, puis ma théorie personnelle, à moi, on sait pas de la science, mais c'est que il y a des générations, puis il y a des générations qui arrivent dans la vingtaine. Puis quand tu arrives, euh, puis tu veux un peu changer le monde avant de comprendre que, bon, le monde a été fait comme ça parce qu'il y a la nature humaine qu'il faut encadrer, puis ça change pas en claquant des doigts, là. Mais, tu sais, en 70, c'était les boomers qui étaient dans la vingtaine. Après ça, tu as eu la génération X. Après ça, la vague qu'on pense qui est encore présente, en tout cas en France, c'est vraiment la génération Y. C'est ma génération. Moi, je suis revenu ici à 25 ans. Je me suis rien. Tu sais, fait après ça, ben, moi, je pense qu'il y a eu une bonne vague parce que la génération Y, c'était les enfants des boomers. Les boomers ont eu deux enfants, ils étaient majoritaires Mhm. dans ça. Fait que la génération Y a eu aussi comme une plus grosse vague. Mais tu sais, après, ça va être de voir comme c'est quand la prochaine génération qui va être arrivée dans la vingtaine, tout ça, la génération Z, whatever. Mais probablement qu'on fait un petit peu aussi vague qui monte un petit peu vers le haut, qui est le creux de la deuxième vague, il était pas aussi bas que le creux de l'autre. Fait que probablement qu'on fait tu sais, des vagues, mais qui montent un peu vers le haut. Je ne sais pas. Je- Ouais, mais j'aime bien cette théorie, mais j'ai pas du tout fait d'histoire pour étayer ce que je vais dire, mais j'ai l'impression quand même qu'il n'y a jamais eu de vague aussi forte que celle qu'on a eue là Oui, dans les derniers 15 ans, mettons. oui. Puis, mais dans l'ensemble, on voyait déjà, hein, des phénomènes de retour à la nature ou retour vers le rural, retour à la terre. euh, Au 19e, 18e, quand il y avait des grandes crises, notamment dans les villes. Et puis, donc c'est aussi des réponses à des crises, mais actuellement, là, la crise, elle continue, puis elle devient de pire en pire. Donc, je Ouais. ne sais pas si ça va ralentir. C'est sûr, il y aura des paliers, peut-être des redescentes, mais est-ce que ça va s'effondrer? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Mhm. Mais oui, par exemple, on avait aussi durant la COVID. Durant la COVID, il y a eu vraiment beaucoup plus Ah d'intérêt oui. pour le genre de vie alternative, le genre de vie rurale, collective. Il y avait vraiment plus. Puis bon, c'était dommage parce que nous, on était comme. Ben, on peut pas recevoir de visiteurs à cause des mesures sanitaires et tout. Mm. Mais en tout cas, on l'a vu, une grande crise, plus d'intérêt pour ça. Ah oui. Mais moi, là, quand j'étais en France, pendant toutes les canicules, j'ai entendu des gens qui sont très urbains, des amis, qui s'étaient jamais vraiment intéressés à, à la campagne et à mes sujets. Puis tout à coup, Mhm. ils y pensaient Il y parce qu'ils avait de se disaient, si l'intérêt, tous là. les étés c'est comme ça, peut-être qu'effectivement, faut changer les choses. Ouais.
Cool. Ben, merci beaucoup d'avoir contribué à cette discussion. Ça apporte un point de vue qui est précieux, moi, je trouve. Il y a souvent des gens qui veulent joindre, qui vivent ou qui rêvent un peu à ça, qui découvrent, mais ce point de vue comme d'étudier vraiment de façon académique. Puis, en tout cas, moi, m'apporte des idées, je fais des liens avec ce qui est étudié, la théorie, puis le pratique. Puis ça, en tout cas, ça me donne d'autres idées. Puis j'espère que les gens qui écoutent aussi vont avoir eu de ces idées. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Mais avec grand plaisir. Merci à toi. Puis j'espère aussi que ça va inspirer du monde, puis surtout être utile. Même chose qu'au début, tour de fermeture, avec quoi est-ce que tu repars de cette discussion? Ben, je suis arrivé avec de l'enthousiasme, mais je repars avec de l'enthousiasme. Yes. C'est chouette. Euh, c'est ça. Puis, ouais, quand même euh, je trouve plus le mot. Un peu d'optimisme. Optimiste. C'est bien ça, Oui. de l'optimisme dans le monde actuel. C'est cool. J'aime ça. Et c'est un peu. Moi, des fois, je fais des vidéos YouTube, je présente des communautés, puis tout ça, puis je me dis, moi, je vends un peu de rêve, mais aussi, c'est comme, ben, ça vaut quelque chose de l'optimisme, puis des trucs qui sont porteurs d'espoir, quand même, puis qui nous continuent à avancer malgré parfois des pronostics qui sont assez décevants pour le futur. Donc, si ce n'était que la seule fonction des collectifs intentionnels, ben, ce serait quand même quelque chose de palpable, de valable, là. Moi, je repars avec de l'énergie, ça me recadre toujours un peu mon quotidien quand je fais ces discussions-là. Ça me donne un petit peu de recul sur, sur ma vie au quotidien, sur les défis de motivation relationnelle qui peuvent, qui peuvent survenir dans les communautés. Donc, moi, ça me donne une petite pause du quotidien, puis ça me permet de décrocher. Fait que je repars un peu avec cette légèreté-là, cette énergie-là, puis un petit peu de joie là, qui vient avec. Fait que, merci beaucoup, Florent. Puis, on se revoit pour un prochain épisode d'Histoire d'éco-communauté. Avec plaisir.